Bien, ben on va reprendre et enchaîner avec la deuxième partie de cet après-midi riche en informations. Et c'est un grand plaisir pour moi donc non pas d'accueillir parce qu'il était déjà là, mais de présenter donc Mehdi, mon co-modérateur de la journée, anciennement interniste et qui malheureusement a mal tourné puisqu'il a décidé de prendre le chemin des urgences. Voilà, donc il va nous parler de la crise vaso-occlusive de l'adulte, qui est un sujet du quotidien, particulièrement Henri Mondor, mais pas que, puisque tous les urgentistes de France et de Navarre sont déjà depuis des années, même dans des régions un peu plus isolées, confrontés à des patients drépanocytaires qui consultent aux urgences pour des crises douloureuses. Donc merci Mehdi, et comme vous le voyez sur la photo, les conditions de travail à Mondor ne sont pas strictement superposables à celles de la Maison de l'Amérique latine. Donc merci Mehdi. Merci Marc, merci Amélie pour l'invitation à cette après-midi vraiment très intéressante. On apprend plein de choses. Je sais qu'il y a du monde derrière l'écran, c'est bien. Donc moi effectivement je suis chef de service des urgences de Mondor et aussi du département d'aval des urgences et aussi de la passe médicale. Et mon but dans la vie c'est d'avoir tous les services ensuite. Comme ça j'aurai plus de problèmes d'aval. Donc j'essaie d'éliminer les concurrents au fur et à mesure. Donc la drépanocytose, c'est une maladie d'hémoglobine, hein, vous le savez tous. Pardon. Une maladie qui porte sur le chromosome 11, avec une simple mutation bêta de l'hémoglobine du glutamate en valine, qui va donc tout changer pour la vie du patient, avec une pression de sélection par le paludisme qui a donc au fil des millénaires sélectionné une maladie qui donc siège sans surprise essentiellement en Afrique, puisque le paludisme, évidemment, c'est là que ça se passe majoritairement. Donc là, vous voyez en orange les zones d'endémie pour la drépanocytose, c'est essentiellement l'Afrique, Madagascar, avec des foyers éparpillés également dans des pays non intuitifs, hein, comme le sud de l'Europe, l'Inde, et également tout ce qui est péninsule arabique, essentiellement à cause aussi des migrations en rapport avec l'esclavage. Parce que vous voyez que l'esclavage, ce n'est pas que l'Amérique du Nord et que le Brésil, hein, c'est aussi beaucoup la péninsule arabique. Hein. Avant la Coupe du Monde au Qatar, il y avait déjà une grosse déportation de patients drépanocytaires et africains vers la péninsule arabique, d'où le foyer actuel. C'est la première maladie génétique en France, à tel point qu'on se pose la question, là j'ai vu récemment, d'un dépistage systématique maintenant à la naissance, ce qui est nouveau, hein, parce que jusqu'à présent ça n'était pas encore fait. Certains pays l'ont fait. C'est une naissance sur 784 en France, en Ile-de-France. Et vous voyez avec des disparités, puisqu'en Dom-Tom, c'est beaucoup plus. Et dans le Languedoc-Roussillon, c'est beaucoup moins. Première maladie génétique, combien de drépanocytaires en France? À peu près 20 000, 30 000, on ne sait pas très bien. Possiblement 30 000 sur un dernier recensement. La plupart sont concentrés en Ile-de-France. Et vous voyez qu'à Mondor, on a 3 500 patients. Donc on a plus de 10% de la cohorte nationale. 3500 patients qui vont aux urgences, hein, vous voyez. 1200 passages par an, avec une provenance du 94, mais aussi quand même un peu de partout. On a des gens qui viennent de Rouen, des gens qui viennent de Reims, de Lille, enfin, c'est des gens qui viennent de partout. Donc on a tous les jours entre 4 et 9 patients drépanocytaires, hein, quelquefois plus, hein, 15 encore la semaine dernière. Et vous voyez que quand on regarde le détail, il y a beaucoup de patients qui reviennent énormément, puisque 25 patients font 25% des passages à eux seuls. Et 13 patients font plus de 10 passages par an. Donc clairement, aux urgences, on voit un peu toujours les mêmes patients qui font vraiment le gros des passages. Alors la physiopathologie, donc vous avez compris, ça c'est l'hémoglobine normale, ça c'est l'hémoglobine S, une mutation de GLU en VAL, si je ne dis pas de bêtises, vous avez bien suivi. Et donc qu'est-ce qui se passe? Un changement de conformation de l'hémoglobine sous sa forme désoxygénée, qui va induire des polymères, qui va engendrer une falciformation et donc une difficulté à passer dans les capillaires. Ça, je trouve cette image tout à fait remarquable. En fait, vous voyez la polymérisation dans le globule rouge qui va éclater le globule rouge et qui va également falciformer le globule rouge. C'est une image que j'ai trouvée il n'y a pas très longtemps et je trouvais ça très parlant sur la physiopathologie qui n'est pas toujours facile à appréhender. Donc la falciformation. Et ça, c'est une image du England. Hein, vous voyez le globule rouge qui a du mal à passer, d'où vaso-occlusion derrière.
d'où des douleurs osseuses, ostéonécrose, et puis également une captation du NO par l'hémoglobine libre qui va engendrer toute une somme de problèmes. Donc dans les différents génotypes, différents phénotypes, on a l'ESS le plus fréquent, donc qui donne anémie et puis crise vaso-occlusive. Le S-bêtatal est assez comparable. L'ESC par contre est un peu différent, avec une hémoglobine souvent qui peut être normale, et puis des anomalies qui sont plus assez proches de ce qu'on peut voir dans le diabète avec des rétinopathies, des anomalies également type AVC et des ostéonécroses. Alors, donc vous avez une anémie hémolytique, des complications vaso-occlusives aiguës et puis des manifestations maintenant chroniques, puisque la cohorte vieillit de plus en plus. La durée de vie en Afrique d'un patient drépanocytaire, c'est 18-20 ans. Aujourd'hui, dans les pays développés, c'est 40-50 ans. Donc la crise vaso-occlusive, on va en parler. Ça, c'est notre cohorte à Mont-d'Or. C'est pas vrai. Vous voyez, la cohorte en 2000, elle avait 18 ans d'âge moyen. En 2011, elle avait 33 ans. Et en 2019, 38 ans. Donc évidemment, le patient drépanocytaire vieillissant, eh bien, toute une somme de complications apparaissent. À la fois donc au niveau cérébral, rétine, mais également au niveau pulmonaire, au niveau cardiaque avec des insuffisances cardiaques, au niveau rénal avec des insuffisances rénales, des ostéonécroses multiples, des hépatopathies également. Donc le patient drépanocytaire vieillissant devient un patient avec comorbidité qu'il va falloir prendre en charge. Alors les facteurs déclenchants de crise vaso-occlusive, on l'a vu, c'est les facteurs qui vont désoxygéner l'hémoglobine. Donc la déshydratation, donc tout ce qui est vomissement, diarrhée, l'hypoxie. Donc un patient drépanocytaire en altitude a des chances de faire une crise plus fréquemment, d'où les vols en avion, attention. L'acidose, l'infection, le stress, l'inflammation. Et puis la météo, ça c'est un papier d'Armand Meconzo, donc réanimateur à Mont-d'Or, qui a montré que les changements de température, les grands deltas, vous voyez ici c'est moins 15 degrés d'un jour à l'autre, induisent un risque multiplié par 4 de crise vaso-occlusive. L'autre particularité de son étude, c'est l'augmentation de la vitesse du vent. Donc plus le vent ressenti est important, plus il y a un risque de crise. Sur la pollution, un effet protecteur du CO et par contre un effet délétère des microparticules. Alors la crise vaso-occlusive, qu'est-ce que c'est? C'est une vaso-occlusion donc des capillaires qui vont induire des infarctus osseux. Les infarctus osseux vont amener le patient à avoir des douleurs très importantes et donc l'amener aux urgences avec un motif douloureux extrêmement important. Les douleurs osseuses, pour vous donner une idée, c'est supérieur à une fracture en termes de niveau, puisque des patients drépanocytaires qui ont eu des fractures, on en a eu aux urgences et ils disaient eux-mêmes qu'ils n'avaient pas aussi mal que lors d'une crise vaso-occlusive. Donc on n'est pas sur des douleurs de bas niveau, c'est vraiment des douleurs très élevées. On peut avoir un peu de fièvre, on peut avoir un syndrome inflammatoire. Donc la CRP dans la crise vaso-occlusive, c'est pas très intéressant, sauf si vous suspectez que le patient il vient plus pour une addiction. Et à ce moment-là, la CRP peut être intéressante. Les LDH, l'hémoglobine de base et les dédimères, on ne les fait pas parce qu'ils sont toujours positifs chez un patient drépanocytaire. Alors le traitement de la crise vaso-occlusive, alors vous avez compris, il y a une douleur très élevée, on ne va pas mettre du paracétamol. De toute façon, du paracétamol, dites-vous bien que quand ils sont venus, ils ont déjà pris beaucoup à la maison, souvent plusieurs grammes, 7, 8 grammes quelquefois. Donc ça va être chez nous la morphine orale maintenant depuis peu. On va pouvoir les mettre dès l'IAO, enfin l'infirmière d'accueil d'orientation. Et puis après, donc, la stratégie, c'est de faire une titration morphinique pour arriver vite à une antalgie efficace. Donc un bolus relativement conséquent initial, 0,1 mg/kg, puis 2 à 3 mg toutes les 10 minutes jusqu'à une VA inférieure à 4. J'insiste sur ce passage-là parce que souvent c'est mal fait, y compris chez nous. Les infirmières ayant tendance à mettre la PCA et ayant tendance à laisser le patient avec sans faire la titration, mais vous allez comprendre pourquoi c'est important de le faire. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que vous voyez ce petit schéma, moi je l'aime beaucoup. C'est en fait, le patient arrive là, il est dans une zone de douleur. Ce qu'il va falloir, c'est l'emmener rapidement dans sa zone d'efficacité d'analgésie. Si vous ne faites pas la titration et que vous mettez juste la PCA, vous allez le laisser dans cette zone-là, il va faire ses petits bolus, il va toujours être douloureux. Donc cette titration, elle est nécessaire pour l'escalader et l'emmener au bon endroit. Et pareil, quand il aura un nouveau mal et qu'il sera là, il faudra le remonter avec une nouvelle titration. Voilà, un schéma qui est simple mais qui permet d'expliquer la stratégie de la titration et qui est vraiment indispensable. Donc la PCA ensuite c'est ça, donc c'est une cassette avec un pommeau qui permet d'injecter de la morphine. La valve anti-reflux, important pour éviter la chasse de la morphine si jamais la perf se bouche et puis qu'on relargue
brutalement un macrobolus. Et puis ça c'est le schéma habituel chez nous, la titration, la PCA. Pas de dose continue, on a arrêté parce que 1 mg, 2 mg, ça finit par s'accumuler. On a des problèmes quelquefois, notamment chez les insuffisants rénaux. Et puis donc, bien reprendre la titration quand le patient n'est pas soulagé. Alors attention chez l'insuffisant rénal, la morphine, ça s'accumule. On se retrouve avec des arrêts respiratoires sur overdose. Et dans ces cas-là, soit on fait la morphine discontinue, soit éventuellement du fentanyl, mais chez nous, on le fait rarement. Les autres traitements, c'est tout ce qui va réverser la désoxygénation, donc l'hydratation. Donc attention à l'hydratation chez les patients insuffisants cardiaques. On a dit que les patients vieillissaient, donc attention. Le paracétamol, attention aussi sur ce qu'ils ont pris avant, parce qu'ils ont pris 8 grammes de paracétamol, il faut quand même en tenir compte. L'acupan ou Nefopam, ça c'est un petit peu en fonction des patients, il faut leur demander un petit peu s'ils supportent ou pas, si c'est efficace ou pas. Le Vichy, l'odothérapie, les folates, le traitement d'anxiété. Et pour ce qui est des INS, on a fait l'étude il y a quelques années, donc Blood 2009, et vous voyez que contrairement à ce qu'on pensait avant, les INS ça marche pas dans la crise vaso-occlusive, pas d'efficacité sur les doses de morphine, pas d'efficacité sur le VA, peut-être une petite niche sur les douleurs monofocales où il y aurait un intérêt de mettre des INS. Alors, ce qui est un peu la tendance actuellement, c'est de personnaliser un peu la prise en charge. En fonction du poids et du sexe du patient, c'est quelque chose auquel on faisait pas très attention, mais certainement, c'est pas pareil de traiter quelqu'un qui fait 60 kg versus 90 kg. Donc attention à ça. Les comorbidités, je vous en avais parlé. L'insuffisance rénale, il faut en tenir compte pour la morphine. L'insuffisance cardiaque, il faut en tenir compte pour l'hydratation. Les addictions, ça c'est le gros problème chez les patients drépano, notamment ceux qui viennent très souvent. Est-ce que c'est de la crise? Est-ce que c'est l'addiction? Donc là, on est en train de mettre en place des protocoles de soins personnalisés. Donc sur l'observation du patient, il y a une ligne rouge. Et ça nous permet de savoir, quand on est aux urgences, que celui-là, il va falloir le traiter un peu différemment, peut-être passer plutôt pour la morphine Péros, plutôt que de la PCA, etc. Donc ça commence depuis quelques mois, ça marche de plus en plus. On vérifie les traitements antalgiques et on demande aux patients les antalgiques qui fonctionnent. Moi, ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est leur demander ce qui marche ou ce qui marche pas chez eux. Les saignées. Tout patient drépanocytaire qui vient avec une hémoglobine supérieure à 11 grammes est censé être saigné. Donc ça concerne souvent les patients SC ou SC bêta-thal. Et on peut instaurer un programme derrière de saignée si le patient reste à des niveaux élevés. Par contre, tout ce qui est échange transfusionnel, on est vraiment aujourd'hui sur une politique de restriction maximale parce que le risque, il est, comme vous en a parlé tout à l'heure Marc, de l'hémolyse post-transfusionnelle qui est quand même un événement grave dans la vie du patient. Donc on se restreint à des situations graves. L'accident vasculaire cérébral, le syndrome thoracique aigu sévère, le priapisme, les défaillances monoviscérales et les infections sévères intercurrentes. Maintenant, on arrête de faire en gros des échanges dans les crises vaso-occlusives, sauf si ça dure un peu longtemps. Alors cette étude du New England, qui aujourd'hui certainement ne pourrait pas passer, je pense, 38 patients, c'est la spirométrie incitative. Donc en fait, l'idée c'est de donner à un patient un appareillage qui va lui permettre de kinésithérapie, en quelque sorte au niveau respiratoire. Et donc c'est un appareil tout simple, comme ça, en plastique. Et en fait, le patient inspire, vous voyez, à la cadence de 10 inspirations toutes les 2 heures, entre 8 heures et 22 heures. Et donc dans cette étude, on avait 38 patients randomisés, soit avec, soit sans. Et vous voyez, il y a un patient seulement qui a fait un syndrome thoracique d'un côté et 8 de l'autre. Donc on vit toujours sur cette étude qui est un peu vieillotte. Mais on reste quand même sur l'idée de faire cette spirométrie incitative. Ça serait intéressant, je pense, aujourd'hui de refaire l'étude parce que quand même, 19 patients dans chaque bras, c'est quand même pas énorme. Alors, le score Préserve, ça aussi, c'est depuis quelques années un petit peu la révolution pour la prise en charge des crises vaso-occlusives. Donc, c'est une étude qu'on a menée de longue haleine qui a pris un peu de temps. On s'est dit, est-ce qu'il y a possibilité, quand un patient vient pour une crise vaso-occlusive, de prédire s'il va faire un syndrome thoracique aigu ou pas derrière. Donc en fait, on a pris 75 épisodes de crise vaso-occlusive. On a retrouvé à la fin le 20% habituel de crise vaso-occlusive qui survient dans les 4 jours. Et ensuite, on a comparé les deux groupes avec STA et sans syndrome thoracique aigu.
Et en fait, grâce à une analyse statistique univariée et multivariée, on a pu dégager un score, le score PRESEV, qui nous permet de calculer le risque de syndrome thoracique aigu à baseline, le patient à J0 aux urgences. Et ce score, vous voyez, il est très bon en valeur prédictive négative, c'est-à-dire que si vous avez un score inférieur à 5, eh bien, il y a 99% de valeur prédictive négative, ce qui est quand même plutôt intéressant. Le seul bémol, c'est que ça ne concerne que 15 à 20% des patients, ce qui n'est donc pas énormément. Il y a 80% des gens qui n'ont pas à faire de syndrome thoracique aigu, et finalement, le PRESEV ne sélectionne que 15 à 20% parmi ces patients-là. Alors, une étude de PRESEV2 qui devrait être bientôt soumise, qui nous a conforté que ce score était applicable dans différents centres. Vous voyez, on l'a fait dans 12 centres, 5 pays, 2 continents, et on a retrouvé les mêmes données. Alors, ça nous conduit à quoi, ce score ? Eh bien, ça nous a conduit, grâce notamment au Covid, à appliquer la possibilité aux patients de rentrer à domicile dans les 24 heures de son passage aux urgences. Donc, on en a parlé encore tout à l'heure. La crise des lits est telle aujourd'hui que beaucoup de stratégies dans différentes pathologies de retour à domicile sont en train de se mettre en place. Il y a un New England, d'ailleurs, je vous incite à lire la semaine dernière, sur les insuffisants cardiaques, avec un score qui permet de faire rentrer les patients à domicile dans de bonnes situations. Donc on sent que c'est une médecine qui est de plus en plus à la mode. Et donc le DREPADOM, c'est un score PRESEV inférieur ou égal à 1,5. Et si le patient est éligible, il va pouvoir rentrer à la maison. Et il va avoir quoi ? Il va avoir le passage d'une infirmière 2 à 3 fois par jour. Il va avoir de l'oxygène, il va avoir de la morphine, mais cette fois-ci Péros, et il va avoir une hydratation. Évidemment, il y a un monitoring de tout ça qui se fait avec des appels quotidiens d'une infirmière dédiée. Et si jamais il y a un problème, il y a un médecin qui est là. Et s'il y a un problème, le patient revient à l'hôpital. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis maintenant un certain temps. On n'a pas encore énormément de patients, donc on n'a pas un recul énorme. Ce qui est sûr, c'est que les patients sont très contents de passer leur crise vaso-occlusive à la maison plutôt qu'à l'hôpital. On a constaté une consommation de morphine bien moins élevée que par voie intraveineuse, un facteur 2 à 5, pas de syndrome thoracique aigu secondaire et quasiment pas d'hospitalisation secondaire. Donc pas beaucoup de patients actuellement inclus. Et par contre, on sent que au niveau du premier aval, on a un potentiel de retour à domicile grâce à DREPADOM qui est intéressant, déjà avec des patients qui rentrent assez facilement. Alors, pour ce qui est des traitements de fond, donc vous savez qu'il y a l'hydroxyurée qui est un traitement validé. Il y a les échanges transfusionnels. L'indication de l'hydroxyurée, c'est 3 CVO par an ou un syndrome thoracique aigu ou des récidives de STA ou des complications d'organes, cœur, rein, cerveau. Donc beaucoup de patients ont l'hydréa ou le cyclose actuellement. Dans les autres thérapies ciblées, vous voyez que tout ça, ce sont des effecteurs potentiels pour traiter les patients drépanocytaires. Ça, c'était dans une revue semi-récente, tous les médicaments qui avaient été essayés. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ont été essayées, y compris donc l'hydréa. Ici, c'est un anti-agrégant. Ici, c'est le sulfate de magnésium, les transfusions, du NO inhalé, le Viagra. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ont été essayées. Et ce qui ressort quand même de façon assez intéressante, c'est ce médicament-là, le crizanlizumab. Alors, qu'est-ce que c'est que le crizanlizumab ? C'est un anticorps anti-P-sélectine qui va améliorer le rolling en fait des polynucléaires neutrophiles et donc diminuer la vaso-occlusion. Ça a fait l'objet d'un New England en 2017. Ça fait déjà quand même 5 ans. Et vous voyez, en fait, l'intérêt de ce médicament, c'est que sur 200 patients, on diminue de 45% la fréquence des crises. Donc un médicament qui a l'air assez prometteur dans la prévention des crises vaso-occlusives. Donc en conclusion, et ça c'était l'enjeu de la crise vaso-occlusive, qu'est-ce qui va changer dans les années qui viennent, on l'espère, c'est que il faut absolument traiter précocement et de façon adaptée la douleur aux urgences. Alors ça, moi-même j'ai pris mon cheval de bataille pour essayer de former un maximum d'urgentistes, mais en fait on voit que le problème de la drépano aujourd'hui, c'est que c'est concentré sur très peu de centres. Souvent, les autres centres ne sont pas très intéressés par cette formation-là, que ce soit aux urgences ou que ce soit en aval.
Donc la tendance, c'est une personnalisation de la prise en charge. C'est un peu comme disait Elie Azoulay sur le PTT. C'est essayer de faire un peu différent en fonction des patients. Et puis de bien dépister et prendre en charge les addictions aux opiacés. Prévenir le syndrome thoracique aigu et dépister le syndrome thoracique aigu au cours de la CVO. Et favoriser de plus en plus une prise en charge à domicile. Et donc moi, mon espoir, c'est pas simplement parce que j'ai jamais de lit, c'est quand même de permettre à terme une prise en charge ambulatoire des CVO à bas risque. Vous avez vu, il y a un potentiel. Il y a 80% des gens qui vont pas faire un syndrome thoracique aigu. On espère que dans les années qui viennent, 80% des gens pourront rentrer assez rapidement à domicile ou même ne pas venir à l'hôpital. Voilà, je vous remercie et je vous remercie de PNDS.